Le vélo et donc le cycliste assis dessus ont-ils leur place dans l'imbroglio de la circulation bruxelloise? Présentée comme un moyen de transport alternatif et assurément non polluant, la bicyclette pourrait en effet résoudre certains problèmes de circulation. Mais à Bruxelles, est-ce vraiment rassurant? Question qu'on se posait en 1991. Merci à Philippe Jourdain pour ses archives récupérées dans les archives de Télé Bruxelles. Merci d'être avec nous aussi pour ce nouveau numéro de C'était mieux maintenant. Alors que les coureurs démarrent ce Tour de France, cette course la plus convoitée du monde ici dans notre capitale, on va parler avec des cyclistes un peu plus urbains. Ils sont autour de moi. Bonjour Jacques de Coster. Bonjour. Vous êtes le créateur du GRAC. C'est un des créateurs du GRAC. C'était en quelle année que vous avez créé cette association de cyclistes pour défendre les cyclistes à Bruxelles? Non, mais il faut dire que ça vient de plus loin, de réaction d'une colonisation des voiries publiques par un seul mode de transport. La voiture avait pris trop de place. Et qui a vraiment épuisé certains. Ce qui fait qu'il y avait déjà des réactions antérieures, d'où création de l'ARO, de l'interenvironnement et surtout du CATU, qui est un pair direct avec les Groene Fietsers qui étaient nés à Anvers. Et vous aurez l'occasion de nous parler un peu de tout ça, de la naissance des défenseurs cyclistes. Mike Karemans, bonsoir. Bonjour. Alors, bonjour. Vous êtes l'un des créateurs de cette exposition Vélo Muséum qui est à voir aux archives et au musée de la vie flamande à Bruxelles. Ça a été lancé il y a maintenant, je crois, plus d'un an environ, moins d'un an cette exposition, 10 mois. Et elle a été prolongée de longs mois, c'est que ça intéresse les gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette exposition ? Vélo Museum Brussels raconte un peu l'histoire du cyclisme à Bruxelles, l'introduction du vélo dans la capitale depuis 1869. Avec on peut dire que le vélo à Bruxelles, c'est une histoire qui date de 150 années environ. Plus actuellement, c'est depuis 200 ans avec l'établissement Car, qui était un établissement anglais, et il fabrique déjà des draisiennes pour les Bruxellois. Eh ben, on aura l'occasion de parler, de voir quelques images d'archives de cette exposition. Katia Xenofontos, bonjour. Bonjour. Vous êtes une blogueuse vélo, une passionnée de vélo, et vous avez décidé un jour de quitter votre voiture pour passer au vélo, pour vous déplacer à Bruxelles. Exactement, j'en avais ras-le-bol d'être coincée dans un embouteillage quand les tunnels commençaient à fermer, etc. Et au début, c'était vraiment par dépit, même si j'ai plus ou moins grandi sur un vélo parce que j'ai grandi en Flandre. Mais arrivé à Bruxelles, voilà, j'ai fait comme tout le monde, je me suis acheté une voiture. Et là, j'en ai eu assez. Et effectivement, j'ai commencé par les vélos parce que je voyais tous les vélos qui me dépassaient tous les matins quand j'allais au travail. Et puis après, j'ai plus jamais arrêté. J'ai fini par vendre ma voiture il y a 2 ans. Et je me déplace exclusivement, principalement à vélo, on va dire, parfois par les transports en commun. Mais voilà, c'est que du bonheur depuis. Je suis libérée. Allez, chouette, vous allez nous le raconter aussi. Ouais. Clotilde Fuss, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes apprentie mécanicienne vélo, vous faites une formation, vous êtes un peu en réorientation de carrière, vous avez envie de travailler vraiment pour le vélo. Tout à fait, c'est une volonté de mettre un peu plus de sens dans ce que je faisais au quotidien, et ça faisait déjà quelques temps que j'étais cycliste à Bruxelles, et quand j'ai vu qu'il y avait la formation pour être mécanicienne vélo... On dit mécanicien parce qu'il y en a, beaucoup plus de mécaniciens. Il y a une majorité masculine quand même, donc sur les papiers il est marqué mécanicien. Mais donc oui, ça fait maintenant depuis septembre que j'apprends à être mécanicienne vélo. Comment ça se passe ? Plutôt bien pour le moment, réussi la première année et puis on verra pour la suite. Alors toutes les deux, je m'adresse aux deux dames, vous êtes très actives aussi sur les réseaux sociaux en tant que blogueuse évidemment, et vous êtes très actives sur Twitter aussi, on va le voir sur ces quelques images, j'ai été fouillé sur vos comptes Twitter respectifs. Vous partagez de nombreuses choses à propos du vélo à Bruxelles, vous échangez beaucoup avec d'autres tweetos bruxellois cyclistes. Qu'est-ce qu'on se dit entre tweetos par rapport au vélo? Alors déjà, il faut savoir qu'on partage sur notre vie au quotidien, sauf que le vélo a pris une grande place dans notre vie au quotidien. Et puis, on ne partage pas uniquement avec des tutos bruxellois, mais avec des tutos de partout. Et c'est ça peut-être la richesse de pouvoir échanger avec des gens d'autres villes. Exactement. On partage sur nos infrastructures cyclables, sur nos habitudes, sur nos moments positifs et nos moments négatifs. Vraiment, on partage énormément de choses avec des gens de partout.
Vous avez aussi, vous appelez la nomade sédentaire, hein, c'est votre nom de blogueuse. Voilà. Vous avez participé ensemble d'ailleurs à un grand meeting qui rassemblait des cyclistes de toute l'Europe, c'est ça, il y a quelques jours? Non seulement on y a participé, mais c'est nous qui l'avons organisé en fait. C'est parti d'une idée débile sur Twitter il y a un mois à peine. Voilà, on ferait bien un rassemblement entre les tutos justement parisiens avec qui on communiquait déjà depuis un moment sur Twitter et les tutos bruxellois, enfin les cyclos bruxellois. Et ça s'est organisé très vite. Et effectivement, on a fait un grand rassemblement, un Meet Me Halfway, à mi-chemin entre Bruxelles et Paris. On a choisi Saint-Quentin, on a dressé une ligne sur la carte, c'était là. Et on a tous pédalé. Et du coup, ça a donné des idées à plein d'autres cyclistes en France. Il y a eu des groupes d'Amiens, des groupes de Lille et de Paris qui sont venus. Et on a tous pédalé pendant la journée. On s'est retrouvés à Saint-Quentin pour prendre une bière ensemble. Et puis chacun est reparti chez soi. Et est-ce que ce genre d'initiative, est-ce que ça doit démarrer de là pour qu'après ça ait une influence dans nos politiques cyclistes de mobilité en général? Est-ce que vous sentez que ce genre d'action peut avoir une influence? Probablement, on donne de la visibilité aux cyclistes en faisant des initiatives pareilles. Je pense que ça, c'est clair que c'est le but aussi de montrer que vous êtes là? Pas du tout. C'est vraiment le but, c'est de s'amuser. Oui. C'est vraiment ça. Et pareil, quand on est sur Twitter et qu'on échange. Moi, en ce qui me concerne, sur Twitter, ce que je fais beaucoup aussi, c'est effectivement, je partage mon quotidien de cycliste, mais j'essaie vraiment de me focaliser sur tous les aspects positifs du vélo, qui sont bien plus nombreux que voilà. Il y a des incivilités, il y a toujours des endroits où ça bug, où il y a des comportements pas très corrects sur la route, mais voilà, il y a déjà beaucoup de gens qui partagent ça en permanence, des photos de ce qui ne va pas. Et moi, j'ai pas envie de participer à ça. Moi, j'ai envie de donner aux gens l'envie de faire du vélo, de faire comme nous, parce que c'est vrai que 90%, même plus du temps, c'est vraiment agréable. Et on veut arrêter cette image que le vélo, c'est dangereux. Le vélo, c'est le moyen de transport le plus sûr. C'est l'environnement du vélo qui est éventuellement dangereux. Et je vous propose une petite rétrospective, justement, de 2018 jusqu'à 1991. Les meilleurs moments des cyclistes sur Télé Bruxelles, c'est tout de suite. Ne dites d'ailleurs plus vélo électrique, mais bien e-bike, car la créature possède un tas d'options directement réglables depuis un smartphone. Des soins pré- et post-natal à domicile. Pour cela, elle se déplace en vélo électrique. Avant c'était tout rose, là on a peint avec du bleu, après avec un pochoir on a fait ça. Aujourd'hui, l'asphyxie s'installe. Qui gagne? Le vélo. Sa présence impose dans les esprits. Sur la route, c'est plus difficile. Les pistes cyclables conquièrent 100 km, loin des prévisions d'Iris 1. Le plan régional de déplacement a couché en 98. Le but avoué de Dring Dring est en effet d'encourager les Bruxellois à délaisser les véhicules polluants pour le vélo. L'association demande aux autorités communales qu'elles fassent un premier pas par la mise en double sens pour les cyclistes de la rue de Dublin, ce qui leur permettrait d'éviter la petite ceinture sur le trajet de la place Stéphanie au quartier Léopold. Ces activités prouveront aux participants que circuler à vélo dans Bruxelles, c'est une source de découverte de la ville, pas très fatigante et pas très dangereuse. Les gens ont très peur et on a tout fait pour qu'ils aient très peur. Mais c'est une crainte tout à fait irraisonnée. J'ai repris le vélo en 71 et je n'ai jamais eu le moindre problème. Alors quelles sont les principales revendications que vous adressez au pouvoir politique pour promouvoir le vélo dans la ville? Mais je dirais principalement il faut que les autorités publiques aient un peu la même démarche que la mienne, c'est-à-dire d'être sûr qu'il y a un problème de circulation à Bruxelles et de voir quelles sont les possibilités. Or, dans la plupart des villes européennes où on a vraiment réfléchi au problème, on s'est dit que le vélo était une des solutions. Pas la solution, parce qu'il ne convient pas toujours, tout le temps, à toute heure et pour n'importe quoi. Mais pour la plupart des gens, vu la brièveté des trajets, de la plupart des trajets en ville, le vélo est sûrement une solution, de même que la marche ailleurs. Ça va, vous êtes toujours d'accord avec vous-même, Jacques de Coster? Je suis un peu surpris. Bon. Ceci dit, je voudrais beaucoup insister sur ceci. À l'époque, et même en 75, on n'avait pas tous les réseaux sociaux, on n'avait pas les Twitter, etc. Mais la démarche était un peu la même. C'est d'échanger avec les gens. Et le mot d'ordre aux premiers membres du GRAC à l'époque, c'était où qu'ils soient, à l'étranger, envoyés par leur patron ou leur patronne,
rarement, ou en vacances, interroger les cyclistes, voir les urbanistes, les pédagogues, les ingénieurs, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qui était fait, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui était pratique pour les cyclistes, qu'est-ce qui les aidait, etc. Et surtout, faire des photos, ramener des documents, et en Belgique, les rediffuser dans tous les cercles administratifs. Ça vous demandait sans doute plus de travail de rediffuser qu'aujourd'hui, on prend une photo et elle est tout de suite sur Twitter. Bien sûr. Mais enfin, on a quand même eu un certain nombre de résultats. Je viens de voir dans le nouveau futur plan régional de mobilité qu'on parlait des portes de la ville. Bien, je me rappelle qu'en 81, mon copain Étienne me dit « Regarde sur NOS ». Donc la télévision hollandaise, et on parlait des portes des villes. Donc vous voyez l'époque, hein, il y a quelques années. Et là-dedans, il y avait des ingénieurs et le bourgmestre local, le Groningen ou des environs, qui disaient c'est une idée qui vient du Danemark. Or, on devait créer la Fédération européenne des cyclistes, après avoir créé l'année 75, il y a eu des météores, des étoiles filantes, je ne sais pas, mais un peu partout en Europe, je suppose c'est après la crise du pétrole, ont été créés des GRAC locaux, que ça s'appelle les Spokes en Angleterre. Chacun avait son... Oui, où, enfin, tout le monde avait... Donc vous avez suivi la même dynamique de ce qui se passait en Europe. On va voir une photo, si vous le voulez bien. C'est une manifestation, ça se passe en 1975. On est sur la place du jeu de balle. Est-ce que vous vous souvenez, vous y étiez ? Oui, on y était. Et alors... c'était très amusant parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas que des vrais cyclistes qui étaient là. Il y avait des gens qui avaient été sortir leur vélo des caves, encore plein de poussière, qui ne pédalaient même plus et ils faisaient de la trottinette à côté, mais ils voulaient participer à ce retour du vélo. Cet élan et ce changement. Et alors, les organisateurs, évidemment, il y a eu toujours des petites bagarres, c'est un peu comme avec les gilets jaunes maintenant. Bon, parfois ça tourne un peu mal. Aujourd'hui, il y a les critiques à masse aussi, c'est plus pacifique. Mais c'était la grande joie quand même. Et alors, les organisateurs avaient eu la bonne idée de mettre des urnes pour mettre, si vous voulez continuer, donner votre nom, votre adresse, etc. C'est comme ça aussi que vous pouviez recruter des gens pour votre association. Et alors, quand je faisais partie du CATU, un des organisateurs, j'ai récupéré ça et j'ai commencé à faire des réunions, mais la plupart n'étaient là que pour... Et alors, je disais, on va avoir, je ne sais pas moi, un Kinder Surprise ou un truc du genre. Oui, c'est ça, on va avoir un cadeau. La plupart ont disparu, mais il y a un noyau qui s'est créé. Et alors, on a commencé à faire des visites. On disait des balades, mais enfin, c'était des visites et on voyait les coins plus ou moins rangés. Et puis, on a fait des connaissances grâce à ça qui ont mené à parfois rencontrer le roi Baudouin dans son château. Pour défendre le vélo. Ce qui était assez étonnant. D'ailleurs, tous les chambellans et autres gendarmes qui nous accueillaient étaient tout à fait sidérés de voir que Sa Majesté le Roi nous a... Et aujourd'hui, le roi Philippe participe toujours aux journées sans voiture, etc. Alors Mike, vous avez fait cette exposition. Vous retracez l'histoire un peu de ces défenseurs du vélo, évidemment, de la naissance du GRAC. Mais on le disait, l'histoire, elle est bien plus vieille. Alors on va le voir sur ces photos d'archives. Il y a, voilà, là, on est à Molenbeek. Ce sont des images qui nous proviennent du MOMUS, le musée molenbeekois. On est à Molenbeek dans les années 1900. C'est à côté du vélodrome du Karreveld. C'est le vélodrome du Karreveld. Il y avait beaucoup de vélodromes à l'époque à Bruxelles. À l'époque, chaque commune a une vélodrome. C'était commencé avec le vélodrome bruxellois en avenue Longchamp. Après, c'est le vélodrome Karreveld existe depuis 1912. Et qu'est-ce qu'on y faisait dans ces vélodromes ? C'était un lieu de loisirs, vraiment un endroit sportif ? Comment ça se passait ? C'est un espace sportif, mais à l'époque, le vélodrome de Longchamp était un endroit pour le jeune bourgeois Bruxelles pour faire du loisir en vélo. C'était très élitaire, acheter un vélo. C'était réservé à une certaine classe. C'était pour faire une comparaison, c'est comme acheter un Maserati pour aller chercher des cigarettes au night shop. Ah oui, à ce point-là. C'était au fin du 19e siècle, c'était pas un vélo très utilitaire.
On va voir une affiche justement du vélodrome Longchamp. Voilà, hein, ça date de 1896. Donc on voit que le vélo a son histoire en Belgique. À partir de quand le vélo s'est démocratisé justement C'est depuis. Pour pouvoir monter. Féminin. Mais ça, c'est plutôt. C'est grâce au vélo qu'on peut porter le pantalon. Aujourd'hui, je tiens à le souligner. Hein. Tout à fait, parce que le vélo et le combat féministe ont toujours été assez associés. C'était indécent de rouler à vélo. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y avait les cadres en cygne, les cadres ouverts, qui permettaient aux femmes, avec la longue jupe, pour pouvoir monter sur le vélo, parce qu'elles n'avaient pas le droit de porter le pantalon. Et c'est grâce au vélo, justement, qu'à un moment donné, on a dit, d'accord, si je me trompe pas, vous corrigez si je me trompe, mais on vous laisse porter le pantalon, mais uniquement si vous avez un vélo à la main. Sinon, c'est interdit. Et c'est grâce à ça, aujourd'hui, merci le vélo. Aujourd'hui, justement, ce combat de femmes en tant que cyclistes, et pour ça que je vous ai sur ce plateau aussi, parce que j'avais envie des représentantes féminines du combat cycliste. Est-ce que c'est plus compliqué de rouler à vélo quand on est une femme aujourd'hui, là, en 2019 ? Ça va. Ça va, on n'est pas... Est-ce qu'il y aurait des différences, en tout cas Il y a toujours des différences, évidemment, comme dans tous les domaines. Voilà, les insultes sont différentes déjà. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu droit à une petite salle. Ça arrive de plus en plus rarement, mais ça arrive encore parfois que voilà, un automobiliste soit pas très correct avec vous, vous coupe un petit peu la route en vous mettant en danger, et que ça disparaît. Et au lieu de s'excuser ensuite, il vous insulte, évidemment les insultes sont différentes. Donc j'ai l'impression que parfois effectivement c'est plus facile de s'en prendre à une femme parce que voilà, on risque moins. Comme partout dans l'espace public peut-être. Comme partout dans l'espace public, et à part ça je vois pas d'autre différence. Au contraire, les femmes vous diront que c'est plus sécurisant de se promener dans certains quartiers le soir à vélo plutôt qu'à pied. Encore récemment, j'ai encore fait l'expérience de prendre le métro et d'être mal à l'aise parce qu'on me regardait bizarrement juste parce que j'étais en robe. La semaine passée, il faisait tellement chaud, j'ai passé ma semaine en robe sur mon vélo. Première journée, j'étais un peu mal à l'aise. Je me dis, est-ce qu'on va me klaxonner ? Ça m'est déjà arrivé. Est-ce qu'on va me faire des remarques ? Et finalement, ça s'est très bien passé. Donc ça dépend un peu des jours, ça dépend un peu de qui on croise, comme partout. Clairement, je me sens plus en sécurité sur mon vélo quand je rentre le soir que quand je suis dans les transports en commun. Et puis, mais voilà, à un moment donné, il faut passer outre certaines peurs et maintenant, j'ai plus peur, grâce à Katia, notamment, j'ai plus peur de me mettre en robe sur mon vélo et d'y aller. Et sur votre fonction de mécanicienne, est-ce que vous avez peur de ne pas être respectée parce que vous êtes une femme? C'est un peu des clichés, hein, mais c'est ce qu'on voit encore et c'est ce qu'on nous témoigne de ce genre de cas. C'est arrivé, ça arrivera encore, c'est quelque chose qui me fait pas peur. Voilà, c'est clairement un métier masculin, c'est clairement une nana dans la mécanique, c'est une remarque que j'ai déjà eue. Elle me freine pas du tout. Les personnes avec qui j'ai cours ne m'ont jamais descendu par rapport à ça. Les professeurs non plus, ils m'ont jamais dit que j'en étais pas capable. Au contraire, ils me soutiennent à fond. Il y a plein de projets possibles, justement parce que je suis une femme dans ce monde-là. Ça ouvre des possibilités, en fait. Super, alors... Je ne veux pas du tout minimiser le cas des femmes, surtout j'ai 2 filles, donc j'ai quand même quelques échos. Qui font du vélo aussi. Mais je dois dire que pendant, presque les 30 premières années du GRAC, donc c'est jusque 2000, disons, on a été harcelés, embêtés, moqués, ridiculisés à tout bout de champ. Pourquoi ? Mais parce qu'on ne faisait pas du vélo sur la digue de mer. On ne faisait pas du vélo avec un club de cyclo, tout carapassonné, molteni, etc., casquette, pieds pour marcher contre le cadavre, etc., qu'on faisait bêtement du vélo dans son quartier. En tant que défenseur de cyclistes, les cyclistes quotidiens, c'était mal vu. Mes copains ingénieurs, ils travaillent à Diamond Board. Bon, ça a changé de nom depuis. Et il a un accident à son genou et on lui dit faites un peu de vélo, quoi. Il aurait fait du vélo en été et puis ici, mais il fait beau, je vais aller au boulot. Convoqué par le directeur, c'est interdit de faire du vélo, vous voulez ridiculiser notre firme, etc. etc. Et c'est faux. Aujourd'hui, ça a bien changé. On est d'accord que le vélo, c'est plutôt branché. Ça, hein. Et il y a plusieurs entreprises qui tentent justement... mais oui, mais il a fallu tout un travail. Il a fallu du temps, sans doute grâce au travail de gens comme vous au GRAC. Tous azimuts, hein, parce que, bon... Je voudrais d'ailleurs profiter de cette réunion pour rendre hommage à un type qui est en train de dévisser, Burkhardt. Grâce à lui,
Donc il n'y a pas que des belgo-belges chez nous, on a la preuve autour de la table. C'est un Allemand, il a épousé une Tchèque, il a fait une fille qui connaît le français et le néerlandais et d'autres langues. Mais ce type, il nous a aidé considérablement. Il était interprète de conférences, il était à Strasbourg, il était à Copenhague, il était ici. Et je vois les tantôt de chercher des informations et les ramener. Et alors traduit des lettres en différentes langues, etc. Toujours ce lien avec les autres. Mais oui, ce que vous contacter, disiez. passer les frontières. Ouais. Katia, je voulais montrer un extrait de votre vidéo Daily Ops, c'est comme ça qu'on les appelle. On va regarder tout de suite, on en parlera ensuite. Là, on va arriver au fameux rond-point Schumann, qu'on a déjà vu dans une Daily Ops précédente, qui n'est pas forcément très pratique à vélo, pour le dire gentiment. Il y a une piste cyclable qui est dessinée, mais voilà, elle n'est pas très... Attention, s'il vous plaît, pardon, madame. Merci. Voilà. Donc là, on a une belle piste cyclable par contre qui commence et qui fait toute la rue de la Loi. Bon. Voilà cette belle piste cyclable. Bon, c'est ça la vidéo. À chaque fois, c'est ce que vous partagez sur votre blog, des vidéos qui durent environ 20 minutes où vous partagez votre trajet quotidien et vous expliquez ce que vous croisez, ce que vous voyez, les difficultés, les facilités, les différentes aides. Pourquoi et est-ce que ça marche de partager ce genre de vidéos? Déjà, c'est sur YouTube que je partage, c'est pas sur mon blog. Et je suis pas blogueuse en fait, c'est pas mon métier. J'ai un vrai métier en fait, je gagne ma vie. Oui, mais vous pouvez vous partagez sur les réseaux. Pourquoi en fait, l'inspiration vient de France, de nouveau, de Paris plus précisément. Il y a un cycliste très influent sur Twitter qui s'appelle Bilouk, que tout le monde connaît en tant que cycliste, et qui fait ça depuis un moment déjà. Il partage ses trajets, mais de nouveau dans un esprit positif. Il dit voilà, ça c'est mon trajet. C'est pas pour dire. Voilà, c'est pas. Donc en fait, il filme le trajet pour aller de sa maison à son travail, son vélo taf, et il les commente à froid. Donc le trajet, il a filmé, et après coup, une fois chez lui, il va commenter le trajet à froid. Et ça permet, en fait, il va parler de différentes thématiques liées au vélo, pas forcément du trajet, mais en filigrane, on va voir les images et on va voir éventuellement toutes les petites incivilités qui vont être faites sur le parcours, mais il ne va pas mettre en avant ces choses-là. Et ça permet en fait, ça a plein d'usages en fait. Moi, quand j'ai commencé à voir les vidéos de Bilouk, je me suis dit, mais oui, j'ai appris des choses sur ma propre conduite, comment m'améliorer moi au quotidien, j'ai appris des choses sur le code de la route aussi, et j'ai eu envie de faire pareil, de filmer certains de mes trajets et de les commenter de nouveau dans cet esprit pour démystifier le vélo à Bruxelles. C'est vraiment ça, c'est montrer non, c'est pas dangereux comme vous le pensez, oui, c'est tout à fait faisable, il faut pas avoir une armure pour se promener à vélo à Bruxelles, et donc voilà, c'est l'idée générale, de démystifier. Mike, au Vélo Muséum qui est encore visible ici quelques jours seulement, ça termine le 11 juillet, c'est ça. Quel est votre public? Est-ce que ce sont tous des cyclistes convaincus ou est-ce que vous avez aussi d'autres personnes qui viennent voir l'histoire du vélo bruxellois? Il y a beaucoup de variations dans le public, beaucoup de cyclistes quotidiens bruxellois. Comme on a ici autour de la table. Mais aussi des cyclistes sportifs, des non-cyclistes à Bruxelles qui sont un peu étonnés de l'histoire et la grande histoire du cyclisme à Bruxelles. Est-ce que vous avez dans l'idée de la laisser permanente, cette exposition, éventuellement, qu'on puisse pouvoir voir cette histoire, parce qu'ici, à partir du 11, on ne pourra plus voir toutes ces archives et toutes les recherches que vous avez faites. C'est dommage. Est-ce qu'il y a une possibilité de voir ça Je l'espère, et on a déjà Outer World, avec aussi une exposition sur le cyclisme belge maintenant, je pense. Ils ont aussi une belle collection des vélos, même aux autres musées. Par exemple, le musée à Roulers, mais ici à Bruxelles, le centre de l'histoire de cyclisme en Belgique, ça manque et j'espère ça vient un jour. Vous êtes d'accord, Clotilde et Katia, Jacques, autour de la table? Il y avait un très beau musée à Falmignoul. On a été visiter près de Dinan, Falmignoul.
qu'on a été visiter avec les enfants. Il nous reste une minute d'émission, donc je voulais juste vous demander, pour vous, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour le vélo à Bruxelles? Vous voyez tout ça d'une manière positive? Plus de cyclistes, allez-y, faites du vélo, vraiment. Faites du vélo. Et comment encourager les gens, ceux qui hésitent encore? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Avec l'expérience, le GRA qui font des formations de quelques heures pour apprendre, ça sécurise, ça apprend vachement et ça donne de l'assurance. Il faut que les autorités prennent ça en main et qu'il y ait 1 ou 2 ou 3 groupes qui fassent de la formation. À Paris, il y a une dizaine de groupes qui font de la formation des cyclistes. Donc continuez les formations pour tous les gens qui hésiteraient. Il y a trop peu de formations à Bruxelles, trop peu d'informations sur les formations, ce qui fait qu'elles ne sont pas connues et que les gens ne vont pas se former et roulent n'importe comment et se mettent en risque d'avoir des accidents. On clôture avec ça, tout le monde est d'accord? Ouais. Faites du vélo. Eh bien, merci d'avoir participé à cette émission. Vous allez repartir sur vos vélos, chacune. Je vous retrouve très bientôt sur BX1 pour d'autres émissions. Au revoir.